Bonjour à toutes. Il me semble avoir aperçu Amadeo et puis il a disparu. Donc pour l'instant c'est bonjour à toutes. Aujourd'hui c'est avec grand plaisir que nous accueillons Marina Ruiz-Cano, notre nouvelle collègue spécialiste de la littérature espagnole contemporaine, en particulier du théâtre. C'est une bonne entrée en matière puisqu'elle a été recrutée en septembre là. Et donc, pour la première fois, on va l'entendre, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on t'entend dans le cadre du séminaire HLH Mhm. sur continuité et discontinuité. Et tu as aussi le plaisir de fermer ce séminaire, puisque, sauf erreur de ma part, en tout cas à ce jour, il n'y aura pas d'autres séances sur la thématique de continuité, discontinuité. Nous commencerons directement en janvier avec le nouveau thème qui est, je vous l'ai dit, la question de la correspondance. Et la correspondance au sens large, c'est-à-dire pas simplement les lettres, etc., mais ça peut être les blogs, les messages sur X, enfin bref, tout ce qui établit une relation entre auteur et lecteur, mais avec là, pour le coup, une petite restriction du champ, puisqu'il s'agira exclusivement de s'intéresser à tout ce qui parle de création littéraire. C'est-à-dire comment, dans ces correspondances, on évoque le fait d'écrire un texte, s'interroger de manière théorique sur la création littéraire, etc., etc. Donc, on a quasiment finalisé le programme pour, je ne sais pas, 2 ans ou au moins un an et demi. Donc, avec Zoraida, nous vous enverrons le programme. Et je dis avec Zoraida puisque la thématique correspondance est l'occasion d'un rapprochement avec l'IR 1921 avec les chercheurs qui travaillent sur l'Espagne. Alors, il y en a ici, hein, euh, notre chère Sylvie, notre chère Lina, mais voilà, mais cette fois, on va fusionner nos cerveaux pour travailler ensemble, donc à partir de janvier. Donc, Malina, je te laisse la parole pour nous parler je vais te laisser lire ton titre aussi. Allez, je coupe mon micro. Je vais le projeter. Alors, je vais projeter ma présentation. Bon, bonjour à toutes et à toutes. Et merci Caroline pour ton invitation à participer au séminaire Horizon des littératures hispaniques. Et cette dernière séance, et afin de questionner les notions de continuité et discontinuité qui guident ce séminaire, j'ai choisi d'interroger la littérature théâtrale qui, me semble-t-il, n'avait pas encore été abordée dans le cadre de ce séminaire. Plus particulièrement, je vais me centrer sur le dramaturge catalan Carles Badge, auteur qui est par ailleurs au programme de l'agrégation externe d'espagnol pour l'option catalan. Je présente rapidement l'auteur pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Né à Barcelone en 1963, il s'agit d'un véritable homme de théâtre car il est non seulement dramaturge, auteur d'une bonne vingtaine de pièces, la plupart d'entre elles jouées, mais aussi chercheur, professeur de dramaturgie à l'Institut del Teatre de Barcelone, ainsi qu'à l'Université Autónoma de Barcelone. Il est traducteur d'auteurs dramatiques français, comme David Lescaut, qui est d'ailleurs un collègue aussi à l'Université Paris-Nanterre, Joseph Danan, Frédéric Sontan ou Baptiste Hamon. Ou encore, il est l'un des membres fondateurs de la Sala Beckett, qui est une salle très importante dans le panorama dramatique espagnol, non seulement catalan, fondée en 1989, qui est un espace de création, formation et expérimentation théâtrale. L'écriture de Carles Badge est donc représentative du renouveau formel du drame contemporain qui, partout en Europe, se développe pour répondre à la crise du drame. Et dans ce sens, nous pouvons nous demander dans quelle mesure elle représente une continuité de la conception aristotélicienne du drame. La crise du drame contemporain découle d'un changement des paradigmes de la subjectivité qui cristallise dans la rupture de la fameuse unité dialectique de l'objectif et du subjectif sur laquelle reposait la conception aristotélo-hegelienne de la forme dramatique. Autrement dit, la déchirure du sujet contemporain, qui n'est plus au diapason avec le monde qui l'entoure, bouleverse les modes d'expression théâtrale dans la mesure où elle finit avec les principes d'unité, de continuité et de causalité établis par Aristote. En effet, l'histoire de la littérature dramatique est traversée depuis la fin du XIXe siècle par une série de ruptures qui mettent en question la continuité de cette conception aristotélicienne du drame. Une crise aiguë à l'époque postmoderne, période qui privilégie le théâtre gestuel et d'image.
Mais dès la fin des années 1980 et au début des années 1990, période où Carl Sbarge commence à écrire, on assiste à une reconsidération du drame qui cherche un renouveau formel à partir d'un constat paradoxal. Le théâtre n'est plus représentation d'un texte préexistant et en même temps, on a affaire à l'éclosion d'une nouvelle textualité qui replace les textes au cœur du théâtre. Dans ce débat épistémologique et esthétique, un nouvel horizon commence à s'instaurer, en particulier à partir de 1981, avec la publication de L'avenir du drame de Jean-Pierre Sarrazac. Ce texte fondateur d'une nouvelle conception du théâtre, basé sur la contamination des genres littéraires, pose d'emblée la question de la continuité ou pas d'une tradition théâtrale qui, si elle veut demeurer, doit s'affranchir des interprétations monolithiques et de la théorie aristotélicienne. Dans la pratique, ce postulat théorique se traduit, entre autres, par la fragmentation du discours, qui va devenir polyphonique, ouvert et protéiforme. C'est ainsi qu'émerge la pulsion rhapsodique, pour reprendre la formule de Sarrazac, et sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Cette pulsion rhapsodique va gommer la frontière entre les modes épique, lyrique et dramatique en proie d'une nouvelle forme plus libre qui bannit la hiérarchie des langages scéniques, y compris du texte. Voyons donc dans un premier temps ce qu'est au juste l'écriture rhapsodique, très saillant de la dramaturgie de Carles Batze, ainsi que d'autres écrivains du nouveau théâtre catalan comme Lluís Cunillé, Sergi Belbel, Betescuder et David Plan. Avant d'examiner les différentes stratégies de rhapsodisation présentes dans la dramaturgie de Carles Batze, dont la contamination générique et la fragmentation, et en dernier, j'illustrerai cette poétique à l'aide de la pièce Oblida Barcelona. Il s'agira, in fine, d'appréhender les notions de continuité et discontinuité aussi bien à partir de l'histoire théâtrale et ses courants épistémologiques qu'à partir des matérialisations textuelles de ces théories. Je commence donc par évoquer brièvement la notion d'écriture rhapsodique, en commençant par l'origine de cette notion, qui émerge dans le cadre de la crise du drame moderne, comme je l'ai déjà évoqué, à la fin du 19e siècle, à laquelle plusieurs dramaturges et théoriciens des théâtres essayent de répondre. Ainsi, en 1956, Peter Zondi défend dans Théorie du drame moderne une conception du théâtre basée sur les discours dialogués, qui serait la base du développement de la fable. Ici, une petite précision terminologique s'impose peut-être. La fable, ou fabula en espagnol, au théâtre, c'est la narration chronologique de faits, établie donc suivant un principe de continuité, alors que l'intrigue, que l'on traduit par trama en espagnol, se compose de différentes lignes thématiques présentes dans la fable, ce qui donne lieu à une présentation plutôt discontinue, voire apparemment décousue des événements. Cette crise, pour laquelle d'aucuns comme Adorno ou Lehmann parleront même de la mort du théâtre, serait due à l'effraction du mode épique dans les dramatiques. Pensons à l'œuvre de Bertolt Brecht. Autrement dit, le processus de romanisation du théâtre menacerait ces derniers, et voilà pourquoi Zondi défendait les dialogues et l'interaction, qui souligneraient les côtés mimétiques, c'est-à-dire l'action, face au côté diégétique, plus centré sur la narration. Parmi les autres tentatives pour sauver le théâtre, certains courants défendent un théâtre non narratif, c'est-à-dire un théâtre qui ne raconte rien ou rien ne se passe, sans continuité logique ni chronologique, et qui plaide en faveur de l'hybridité. Ce non-narratif au théâtre évolue par la suite vers un théâtre post-narratif, qui serait une nouvelle forme théâtrale où le récit devient objet d'analyse. Le pari pour la narration répond à un besoin politique de ne pas laisser les discours aux idéologues, dont les politiciens et les publicistes, et vise donc à établir un continuum entre la réalité et le monde réel, et entre la réalité et la fiction. Le recours à la structure narrative dans l'écriture théâtrale permettrait donc de réorganiser la pensée, et ce rôle d'assemblage des fragments décousus et éparses est assumé par la figure du rhapsode, tel que le théorise Jean-Pierre Sarrazac depuis la fin des années 1980. Sarrazac définit le rhapsode comme dramaturge sans cesse cousant et décousant, assemblant et déchirant les morceaux foncièrement disparates, lyriques, dramatiques, épiques, de l'œuvre hybride qu'il est en train de thérato-générer. Ici, le préfixe thérato est significatif
car il renvoie au monstre et donc à l'hybridité, à l'assemblage de morceaux de manière anarchique, sans sens apparent. En fin de compte, comme le signale toujours Sarrazak en exergue de son chapitre L'auteur rhapsode de l'avenir, qui ouvre l'avenir du drame, le verbe rhapsoder, vieilli, veut dire mal raccommodé, mal arrangé, alors que l'adjectif rhapsodique fait référence à ce qui est formé des lambeaux, des fragments. L'image des pièces raccommodées lui sert comme point de départ afin de définir la modernité de l'écriture dramatique, résultat d'un processus double et continu. L'écrivain rhapsode déconstruit les formes existantes avant d'en forger des nouvelles avant d'en forger des nouvelles euh, en assemblant ce qu'il a préalablement déchiré et qui dépièce aussitôt ce qu'il vient de lire. Cette pulsion rhapsodique est à son tour réinterprétée en Espagne à deux reprises notamment, d'abord par Santi Sinisterra qui élabore la poétique de la soustraction, puis par Carles Badge qui est un de ses disciples pour ainsi dire, qui théorise le drame relatif. Ces deux relectures cherchent à structurer, selon Badge, une dramaturgie fragmentée et polyphonique, une écriture qui questionne l'histoire et avec elle les concepts classiques d'action et des personnages, qui joue avec la juxtaposition, avec l'écolage des matériaux hétérogènes et qui oriente ses recherches vers la soustraction informative ou la participation active du récepteur. Une dramaturgie qui dynamite l'idée même de représentation. Enfin, l'écriture rhapsodique a également recours à des genres artistiques multiples, ce qui peut parfois la rapprocher de l'intermédialité, en particulier dans des formes de théâtre plus contemporain. Et au-delà d'emprunter des voies de l'histoire de la littérature, ce que Carles Badge fait, c'est inclure des références à la peinture, à la musique ou au cinéma, voire à la BD, genre qu'il considère un veille de théâtralité. Ainsi, sa dramaturgie assemble aussi bien des formes théâtrales qu'extra-théâtrales, comme je vais vous montrer par la suite, en évoquant quelques stratégies de rhapsodisation auxquelles il a recours. Premièrement, Carles Bads s'éloigne de la logique traditionnelle de composition dramatique basée sur les discours dialogués et les cadres spatio-temporels précis. Des pièces comme Suite ou Combat présentent des scènes composées exclusivement de didascalies, autrement dit gouvernées par l'action mimétique, par la pantomime, qui sont suivies par des scènes qui ne gardent aucun lien de continuité évidente, mais qui nourrissent l'intrigue et suscitent le questionnement du récepteur, qui est obligé à combler ses lacunes. Le poids du descriptif accompagne les passages exclusivement narratifs, où les personnages racontent un fait passé, qu'il s'agisse d'un souvenir ou d'une fiction inventée, ce qui relègue en deuxième plan l'action et les dialogues, pourtant très majeurs de l'écriture théâtrale traditionnelle. Le dramaturge propose plutôt des textes où le récit est très présent, mais complète les autres modes désarticulant la forme dramatique. C'est le cas, par exemple, de la pièce Kumba, qui s'ouvre avec une relative longue description de l'espace dramatique. Nous retrouvons la même stratégie dans Oasi, pourtant délibérément indéfinie. Donc, je vous mets là la citation de Kumba, qui ouvre la pièce, où il nous dit que le personnage est dans une petite chambre qui n'a rien de particulier. Euh, à première vista, j'ai oublié en français comment on dit ça, à première vista, les doutes planent. Est-ce qu'il s'agit d'une cellule, une prison, un couvent, un hôpital? Peut-être c'est la petite chambre d'une ville dortoir, même un refuge post-nucléaire. Donc, on ne sait pas où on est, encore moins dans quelle période on se trouve. Toujours dans cette même didascalie initiale, le dramaturge nous évoque avec précision les tableaux qui précèdent l'espace scénique. Donc, sur le mur de la pièce, on nous précise que la reproduction du tableau Lady of Shalott est accrochée, faisant partie d'un calendrier dont on ne nous donne pas plus de détails, ni le mois ni l'année. L'auteur tient même à nous reproduire les tableaux que vous voyez sur vos écrans dans la version publiée pour qu'on puisse les visualiser si on ne les connaît pas. Le personnage du tableau deviendra par ailleurs un personnage latent, sans discours, mais dont le regard sur ce qui se passe dans cette chambre, qui est le huis clos tout au long de la pièce, est toujours présent, multipliant ainsi les niveaux diégétiques et établissant un lien entre la fiction théâtrale et la fiction picturale
qui fonctionne comme mise en abîme de la première, insérant une dimension fractale. Il faut par ailleurs remarquer que les références extra-théâtrales, ici on a vu un cas avec la peinture, sont très nombreuses dans son œuvre et servent justement à souligner le poids du récit dans les nouvelles formes dramatiques. Ce récit n'est pas exclusivement littéraire, mais aussi cinématographique, voire musical, et dans tous les cas, ces références constituent par ailleurs des éléments clairement diégétiques et contribuent à compléter l'intrigue. Donc très souvent, il va mentionner des chansons à un moment donné, parfois de manière ironique, et c'est justement cette chanson qui va vraiment nous donner la clé pour interpréter ou pour déchiffrer les liens entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. La pièce Kumba, que je venais de vous citer, à proprement parler, commence après ces tableaux, avec une scène qui est nommée Zéro, qui est pourtant pratiquement muette. Elle nous montre une figure féminine dans cette même pièce, qui tient un pistolet entre ses mains, en train de regarder vers la porte. Donc après une première scène narrative, nous avons une deuxième scène caractérisée par l'action, mais toujours aucun discours. On entend des cris extérieurs qu'on arrive à peine à distinguer, des bruits, et puis enfin la voix d'un personnage extérieur et un coup de feu avant la fin de cette première scène. La scène suivante, enfin nommée 1, se déroule dans un espace qui, nous dit l'auteur, pourrait être le même ou pas. Donc là, le personnage n'est plus une femme mais un homme, et il nous dit l'espace ne semble pas être le même, mais est-ce le même? Peut-être. Et en effet, c'est le même. Le personnage, cette fois-ci, est un homme et on entend son soliloque qui va être la forme de prédilection de cette pièce. Puisque, sauf pour la scène 4, qui serait la scène centrale, où nous avons un dialogue entre l'homme et la femme, les autres scènes sont des soliloques à partir desquels le récepteur va reconstruire les liens chronologiques de l'intrigue. Les analepses et les prolepses, dont le seul point de repère est la scène 0, embrouillent le lecteur, incapable de restituer la temporalité des événements, ce qui souligne le fait de distanciation. Ce recours au saut temporel dans combat n'est pas la seule stratégie pour faire face à la temporalité linéaire caractéristique de la continuité. Carles Badge conçoit donc le texte comme une partition non linéaire ni finie qu'il faut interpréter sans cesse, traduire et compléter à l'aide d'autres dispositifs extra-théâtrales, voire paradialogiques. Ainsi, Badge mise sur la circularité, qui met en question la continuité dans son écriture, comme il affirme dans une interview de 2007, donc, où il dit qu'il aime bien travailler dans des espaces hétérotopiques, espaces où les temps s'entassent, s'accumulent, comme au musée, au cimetière, aux bibliothèques. Dans Kumba, nous avons affaire à une pension qui mélange les temps et l'espace de plusieurs personnes, ainsi que le temps et l'espace du tableau. Bon, tous ces espaces, je passe un peu parce que c'est en catalan, c'est un peu compliqué de traduire, tous ces espaces me permettent une disposition fragmentée. Et dans tous mes textes, par exemple dans Suite, Combat, Oasi, Yambu, Tentatio, Transit, nous nous trouvons avec des configurations spatio-temporelles qui ferment l'idée des procès, des procès. Attendez, je parle en français là, des procès, voilà, et qui finissent par donner une certaine notion de circularité. La logique du temps est dans l'œuvre même et non en dehors d'elle. Elle n'est pas dans l'histoire. Il a clairement un intérêt pour la logique temporelle qui se trouve dans le texte lui-même, qu'il faut reconstruire et qui n'apparaît que dans quelques scènes et non dans l'histoire, et ce, malgré les références historiques que l'on peut trouver dans son écriture. Et de là dérive une poétique fragmentaire qui nourrit l'intrigue, qui laisse des questions sans réponse définitive. Un autre exemple de ce jeu euh, avec les temps, c'est la discontinuité temporelle dans sa pièce Les Veus de Yambu, où nous avons cette scène. En principe, il s'agit d'une pièce telle que le dramaturge nous le précise en amont, qui se déroule tout au long d'une seule journée de manière chronologique de l'aube jusqu'à la nuit. Et en revanche, au moment de la lecture de la pièce, on découvre que la chronologie nous est présentée dans le désordre, avec la nuit qui irrompt dans la journée. Donc nous voyons la première scène, donc nous voyons vraiment les titres que je vous ai mis sur les diapositives correspondent aux titres des scènes. Donc scène 1, il y a un saut des lignes où l'on peut lire A, l'aube,
La deuxième scène qui porte les sous-titres E, où nous avons affaire à la nuit. Ensuite, le matin, B, le midi, C, la nuit, F, l'après-midi, D, et la nuit encore G. Donc, il nous invite à les lire de deux manières différentes. Donc, d'un côté, suivant l'ordre des chiffres, et d'un autre côté, et on pourrait aussi relire la pièce en suivant les moments de la journée ou les lettres de l'alphabet. Il faut en effet se fier plutôt aux lettres ou lire la pièce dans plusieurs manières différentes, mais dans tous les cas, le résultat ne diffère pas tant que ça puisque chaque scène est composée de récits mythiques qui veulent expliquer la réalité. Ce choix du dramaturge de nous montrer la réalité de manière fragmentée dérive du besoin de proposer une nouvelle dialectique entre forme et fond, à même d'exprimer la complexité du monde contemporain. Comme l'a souligné Fabien Castres, cette expression implique le recours à des formes complexes et désorientées, où la continuité et l'unité disparaissent en faveur du discontinu, du fragmenté, du divers. Or, la séparation entre la réalité et son expression n'est pas nette, puisque cela renvoie à la conception de deux ensembles continus mais tangents. Au contraire, la frontière entre les deux univers est visible par sa porosité, qui relativise la réalité représentée, oui, procédé qui a donné lieu à la catégorie de drame relatif évoquée tout à l'heure, valable pour l'écriture des BATS jusqu'en 2007. La relativisation qu'il défend se matérialise par une écriture qui offre plusieurs points de vue, comme il explique dans une autre interview, cette fois-ci en 2009, à l'occasion de la publication en espagnol de sa pièce Oblida Barcelone. Et il dit les idées suivantes. Hoy en día, en un contexto de crisis en que todo es relativo y lo miramos desde la perplejidad, la dramaturgia tiene que explicar que la realidad se puede percibir desde muchas perspectivas. Esa es la misión de la ficción, contrapuesta a los titulares del periódico. Cette posture souligne le rôle de la fiction comme moyen d'expliquer la réalité, qui va être un constant dans sa dramaturgie, et c'est un moyen plus efficace à ses yeux que la presse ou que d'autres écrits aux allures plus objectives ou scientifiques. Puisque plusieurs perspectives coexistent, le théâtre des badges est kaléidoscopique et jamais fermé. Il offre des visions partielles qui s'avèrent aussi conflictuelles afin de poser des questions sur l'authenticité, la vérité et l'identité. Cette dernière question en particulier, la question de l'identité, traverse les pièces Kumba, les Veus de Jambu, Suite, Oasi, Transit et Oblida Barcelona, et s'interroge notamment sur les identités culturelles et la connivence entre elles dans les projets de construction européens. Ainsi, les différentes visions du monde de ces pièces, aussi décousues et déconcertantes qu'elles puissent paraître au récepteur, révèlent une construction polyédrique et contradictoire, caractéristique de la dramaturgie du métissage prônée par Badge, et incontournable dans ces pièces sur l'exil et le déplacement. La fragmentation du discours fait voler en éclats les repères temporels et ce recours à une structure narrative basée sur la fragmentation du temps que nous venons de voir est très présent dans d'autres pièces comme Transit, telles que l'a encore analysé Fabien Crastes. La fragmentation affecte aussi le montage des scènes relativement autonomes, mais néanmoins interdépendantes. Et ainsi, sa pièce Suite se compose d'une suite de scènes où l'on assiste à la même scène à partir de plusieurs focalisations, qui par ailleurs acquiert une valeur picturale presque photographique. Au moment de les décrire, il y a une insistance sur les regards à travers la fenêtre, par exemple, et il renvoie directement au paysage fragmenté de David Hockney. Donc, encore une fois, insistant sur ces éléments extra-théâtraux. Une autre manifestation de cette pulsion rhapsodique réside dans le récit qui tient de reconstituer la vie d'un personnage, sans tenir compte, encore une fois, de l'enchaînement logique ou chronologique des événements. Ce procédé est présent dans plusieurs œuvres, encore d'ensuite, où les personnages ne dialoguent pas vraiment, mais posent des questions auxquelles ils répondent sans véritable connaissance, ou ils répètent la question de l'autre de manière affirmative. Mais il n'y a pas vraiment un dialogue ni une progression de l'action.
Et cette tentative de reconstituer la vie d'un personnage par les récits apparaît également dans Oasis, que Sharon Fieldman qualifie de palimpseste visuel. C'est une pièce où coexistent plusieurs cultures, l'arabe et l'européenne, où les personnages essaient de raconter leur passé et pour mieux se connaître et se comprendre. Dans les deux cas, on remarque l'inscription de la dramaturgie des Badges dans une tradition de théâtre européenne qui cherche à renouveler la construction dramatique. Dans le premier cas, dans les cas des suites, la clé de la pièce se cache dans la maison des poupées que Marc, un homme d'une cinquantaine d'années, passe sa vie à contempler et dont la référence est évidemment la pièce Une maison des poupées du Norvégien Ibsen. Dans le deuxième cas, dans la pièce de Oasis, il faut trouver la référence dans la Cérizayne de Tchekhov, puisque l'un des enjeux de la pièce est justement la vente ou pas du terrain de la famille. Le recours à la fiction pour expliquer le monde, y compris le monde dans la fiction. Donc ici, et pour comprendre la fiction des suites, il faudra aller voir La Maison des Poupées, et pour comprendre la fiction d'Oise, il faudra aller voir la série Zay, apparaît littéralement dans Oblida Barcelona également, mettant en évidence la pulsion rhapsodique de cette pièce où les personnages cherchent des réponses dans les contes. La voix de Carles Badge, oui. Bon, la voix de Carles Badge apparaît nettement dans cette pièce, en particulier à travers Fidèle, auteur de contes et professeur qui pousse ses étudiants à imaginer la vie comme s'il s'agissait d'un conte, posant de nombreuses questions qui poussent la réflexion et ouvrent d'autres regards sur la réalité. Ce procédé est défendu par le dramaturge lui-même, qui explique comme suit l'usage des contes traditionnels, relus et interprétés dans cette pièce. Yo me dedico a explicar historias y de hecho enseño a explicarlas en la medida que sé y puedo. La ficción para mí intenta explicar la realidad, interpretarla, y la gracia de la ficción en la época contemporánea no es fijar interpretaciones, sino hacerse preguntas. Ces histoires incluses dans la pièce de théâtre insistent sur la confluence du dramatique, des répliques où les personnages jouent clairement, et du narratif, où l'on a accès à ce que le personnage ressent ou pense, comme dans les monologues intérieurs ou soliloques, renouant le récit et l'incarnation du personnage. La voix des personnages dans les pièces de Carles Badge a tendance à être multidirectionnelle. Elle ne suit pas la suite du discours, mais se morcelle pour rendre visibles des aspects intimes. Ce discours fragmenté dépasse la frontière entre le dramatique et l'épique, et cette dernière tendance, l'épique, témoigne, selon Jean-Pierre Sarrazac, des conflits de diverses natures et souligne le jeu de miroir dans la fable inventée et les problématiques sociopolitiques que l'auteur veut aborder. La présence du récit instaure ainsi une distance et oblige le lecteur à déchiffrer la fable racontée par le personnage, qui devient ainsi un auteur rhapsode qui dévoile des bribes de la vérité de la fiction. Et donc, je cite Sarrazac encore une fois, dans tous les cas, le sujet épique introduit une rupture de l'action dramatique telle que l'a définie Aristote dans son principe d'unité, de continuité ou de causalité. La fiction se transforme alors en réflexion. La vision de l'auteur se réfléchit à travers une forme narrative, médiation du sujet épique. Or, cette voix de l'auteur fait appel à un corps étranger pour se faire entendre. Corps étranger à l'action dramatique, il est aussi face au protagoniste du drame, puisqu'il est pure parole, pure voix. La dernière stratégie de rhapsodisation passe donc par la contamination du récit, par exemple par la présence des contes, comme moyen de trouver les réponses, procédé philosophique qui vise à dévoiler la vérité par les biais de l'invention, établissant une espèce de continuité justement entre le domaine de la réalité et de la fiction. Dès lors, l'aspect métalittéraire ne passe pas par le théâtre dans les théâtres, mais par le récit dans les théâtres, avec la voix d'un narrateur-interrogateur qui pose des questions afin d'introduire la focalisation du sujet épique, ainsi que sa subjectivité lyrique et onirique, avec de nombreuses références aux rêves et aux utopies dans quelques pièces de Batje. Le recours au récit présente des conséquences sur l'écriture dramatique. D'un côté, il veut lui donner plus de liberté, dépassant les principes d'unité et abordant notre sujet a priori décousu, mais que cette voie du rhapsode permet de tisser et d'intégrer dans les textes. Et d'un autre côté, elle vise aussi à susciter de nouvelles questions, fuyant une interprétation univoque et monolithique.
Comme l'explique Carles Badge à propos de sa pièce Transit, sa dramaturgie est une sorte de patchwork, cette forme artistique rassemblant plusieurs pièces de tissus d'origine et d'aspects divers. Quand on le regarde à distance, des figures inattendues apparaissent, des formes émergentes surgissent de la répétition, de la superposition, de la cadence, des formes qui, tirées d'un apparent chaos, révèlent le contenu de la pièce. Une question de perspective. Donc voilà, on va passer au troisième point, et donc la poétique fragmentaire dans Oblida Barcelona. Et avant de commencer, je vais peut-être présenter très brièvement cette pièce, notamment pour les agrégatives qui nous écoutent, même si elles le savent déjà sans doute. Et Oblida Barcelona a été récompensé par le prix Born de théâtre en 2008 et a été publié pour la première fois dans la maison d'édition Arola en 2000 en 2019, en 2009, pardon, même si elle n'a pas encore été jouée. Elle a pourtant fait l'objet de plusieurs lectures dramatisées, notamment en Grèce et en Allemagne en 2012, et elle est traduite et publiée en grec, en basque, en galicien et en espagnol, mais toujours pas en français. Elle se caractérise par la prédominance de l'aspect narratif qui émerge avec force, et la rhapsodie qui en résulte contribue à comprendre la configuration d'une écriture théâtrale qui n'est plus une simple représentation, c'est-à-dire qui n'est plus que mimesis, mais aussi récit, donc diégésis. Et pour cela, je vous renvoie à la distinction établie par Aristote si besoin. Elle place les personnages dans la situation du conteur, et leur but est de raconter une histoire et non plus de la jouer. Le recours au conte implique donc une forte intertextualité et dans ce cas précis, nous pouvons identifier notamment les contes du Petit Poucet, donc de Pulgarcito, qui est l'objet du cours du prologue, seule scène non numérotée, mais qui présente la clé de lecture des 19 scènes qui vont suivre. Par la suite, nous identifions également, de manière un peu oblique, l'émis et une nuit, qui est suggéré par la réponse de Reiko. Donc Reiko, c'est un personnage qui disparaît, une étudiante japonaise qui, à un moment donné, semble être kidnappée, ou en tout cas, bon, c'est un peu ambigu, par les profs de littérature. Et elle lui dit, si vous voulez, je peux vous expliquer plus de contes. Je vous aime bien, messieurs, mais j'aimerais bien aller voir mon père ou rejoindre mon père. Donc là, on peut imaginer que Reiko joue le rôle de Zerezade qui essaye d'entretenir ou de divertir son interlocuteur. Il y a également le conte Le tsar et la chemise de Tolstoï, qui est raconté par un personnage par un nounou qui garde un enfant. Sauf qu'évidemment, après l'enfant, il va le reconstruire à sa manière. Et donc, il s'agit d'un conte où le tsar est malade et le seul remède possible, c'est de porter la chemise d'un homme qui serait heureux, et évidemment, quelque chose qui n'arrive jamais, qu'il ne trouve pas. Et enfin, il y a un conte japonais anonyme et nommé, j'ai eu du mal à le trouver, Le vase brisé en français. En espagnol, il s'appelle Los jarrones mágicos, et qui est seulement esquissé à deux reprises, dont à la fin. D'ailleurs, les dernières lignes de la pièce font partie de ces contes japonais. Et c'est Reiko, bien entendu, qui va introduire cette intertextualité étrangère. La vocation à expliquer la réalité par la fiction, parce qu'à chaque fois que nous avons ces contes, ils participent à expliquer ou à questionner un aspect de la réalité fictionnelle, s'empare de chaque protagoniste, dans chaque personnage plutôt, et dans Oblida Barcelona, soulignant la présence de la métafiction. Outre les contes traditionnels que je viens de citer, un conte écrit par Fidel afin d'essayer de comprendre le départ de sa fille Berta nous parvient dans plusieurs versions à travers les multiples interprétations des personnages. Si ce conte a été écrit pour aborder réellement la disparition de Berta, les autres personnages sont persuadés qu'il parle de Reiko, donc cette fille japonaise disparue du jour au lendemain. Il commence ainsi à faire des hypothèses sur la sort de cette fille, ce que le dramaturge nous présente au début du premier acte comme étant, en apparence, l'incident déclencheur d'une histoire sans véritable développement. Des voix éparses se déploient tour à tour, nous surprennent par les multiples possibilités pour raconter la même histoire, mais en fin de compte, nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à cette fille.
Chaque personnage invente ainsi un conte à partir du conte source, dont les détails sont significatifs de leurs sentiments ou pensées et dévoilent les croisements de leur vie, gommant la hiérarchie entre les personnages, ce qui est encore une caractéristique du drame contemporain, où il n'y aurait pas un protagoniste bien défini, et supprimant l'unité d'action et l'existence d'un seul conflit. Tout est ici pluriel au point d'aller au-delà de la logique. La fragmentation, qu'il ne faut pas confondre avec les collages, qui sera une technique particulière du théâtre et post-dramatique, est ainsi seulement apparente, car elle dévoile des liens sous-jacents qui se révèlent en contact avec d'autres modes d'expression. Oblida Barcelona est une hybridation presque monstrueuse, la Rhapsodie étant le dernier monstre de l'écriture dramatique, pour reprendre les termes de Sarrazac. Donc, c'est une hybridation presque monstrueuse d'une expression à la fois dialogique, chaque scène nous présente un dialogue, diégétique, avec l'insertion du récit dans les scènes, en particulier par les biais des contes, et mimétique, y compris pictural, par les biais du tableau que Nina peint à la fin, à partir du conte écrit par Fidèle. Donc là, je vais parler de mimétique car il va imiter une réalité, mais en principe, il n'y a pas d'histoire associée. Alors, ces tableaux, en revanche, condensent les mélanges des modes caractéristiques du drame contemporain, à juger par la réflexion des fidèles, et qui considère et qui est surpris du pouvoir évocateur de ces tableaux. Donc, il dit, c'est surprenant comment une succession diachronique d'événements peut se reproduire dans un art essentiellement synchronique. Donc là, on voit bien la portée narrative du tableau. C'est donc l'inversion de l'esthétique du tableau qui, au lieu d'accélérer le déroulement des événements, suspend les temps. Le tableau de Nina, au contraire, fonctionne comme un boomerang qui va changer le devenir de l'intrigue par son imitation d'une réalité qu'elle croyait fictionnelle, mais dont les effets sortent du cadre du tableau. En effet, Nina découvre le mensonge de Salvador sans que personne ne lui le dise et le quitte, tout ça à partir de ce tableau muet, alors que Fidel finit par suicider dans un suicide déjà annoncé dans une scène qui jusque-là semblait absurde et décousue. L'art impacte ainsi la réalité et, comme l'affirme catégoriquement le personnage de Black à son père, il faut voir l'autre côté des comptes et renverser la vie. La fin montrera bel et bien la continuité entre la fiction, les contes et la vie, ou plutôt avec la mort si l'on pense à Fidèle, ce faiseur, presque à favor, non, de contes, dont la mort pourrait être, par analogie, la mort de l'auteur. D'ailleurs, cette scène clôt la pièce. Dans Oblida Barcelona, la structure fragmentée, pour ce qui est du ton de la fable, avec la rupture de la linéarité par les analepses, les prolexes, ou de manière plus floue et donc plus subjective, avec une absence de repère temporel, rend plus complexe l'univers de la pièce et, en conséquence, ouvre la voie à une polyphonie interne. Dans ce sens, un des axes de la pièce est la répétition par le biais de la réécriture et en même temps, et, non, et par le biais de la réécriture dans plusieurs scènes de la disparition de Reiko. Toutes ces scènes semblent interdépendantes et en même temps se construisent avec une logique interne qui leur est propre, comme s'il s'agissait d'un univers clos, fermé à chaque fois par la sonnerie qui interrompt à chaque fois la suite. Donc, notamment, et donc on peut penser au début d'ailleurs que ces procédés de la sonnerie arrivent dans les scènes qui se déroulent dans la salle des cours, mais en fait, c'est un procédé récurrent à la fin de la plupart des scènes. Le dramaturge nous présente l'ensemble textuel comme une toile tissée avec plusieurs textures, un patchwork où la relation d'interdépendance s'estompe en faveur de l'étrangeté. Néanmoins, chaque scène montre une fissure, ce qui va devenir mécanisme d'écriture. Tout devient soupçon entre les différentes scènes et tout devient jeu de perspective qui s'érige désormais en fil rouge de la pièce à partir de ces récits qui façonnent les sujets polyédriques, que ce soit Reiko ou que ce soit les personnes dont on soupçonne avoir provoqué sa disparition. Comme je vous disais, la sonnerie suggère la déconnexion entre les scènes, une discontinuité malgré leur juxtaposition, et le développement ordonné et le dénouement ne sont plus nécessaires. La poétique fragmentaire qui en émerge s'oppose au drame absolu, à savoir celui qui respecte un arrangement basé sur les relations de causalité où aucune lacune n'est acceptée. La fragmentation, en revanche,
suggère la pluralité, la rupture et la multiplicité des points de vue sur un même événement ou sur un même instant. Parfois, les versions données semblent contradictoires, et pensons à Suite, à Kumba ou aussi à Oblida Barcelona, où on ne sait pas très bien ce qui est arrivé avec Reiko, alors que Reiko est est le dernier personnage à prendre la parole sur la scène. Et le montage, entendu comme présentation des faits, est ici décisif. Il n'est pas anodin qu'un personnage réclame ou promette une explication, qu'il va par la suite élaborer par les biais de ses contes. Il adopte ainsi momentanément le rôle du narrateur de ce rhapsode antique pour essayer de relier les différents éléments de la pièce. Or, à la fin de son récit, le récepteur a l'impression que tout est à nouveau décousu et c'est à lui de chercher les liens, les éléments de continuité. Ces éléments ne sont pas forcément visibles au théâtre, mais se cachent en revanche lors de la lecture dans les didascalies, y compris dans les noms des scènes. Souvent, ils demeurent imperceptibles, car de nos jours, le caractère incomplet de l'œuvre est devenu un choix esthétique privilégié, dépassant la conception d'unité traditionnelle où tout doit être clair et clairement disposé. Les tentatives d'expliquer les conditions et les causes de la disparition de Reiko nous parviennent à travers des voies inquiétantes, erratiques, imprévisibles, voire subversives, ce que Sarrazak nomme justement rhapsodique. Ces stratégies impliquent également l'inclusion du politique dans les théâtres, dans la mesure où Badge nous invite à penser l'altérité, les relations avec d'autres cultures ou les problèmes de communication dans la société actuelle, établissant ainsi une continuité entre le monde réel et la fiction qui dépasse le simple jeu des miroirs spectaculaires. Je passe enfin aux conclusions. Dans le cadre d'une réflexion sur la persistance de l'écriture théâtrale, à partir d'une possible continuité dans la tradition dramatique, Carles Badge s'attarde sur les interstices, les onctions, ou, pour prendre la métaphore du rhapsodage, terme que je n'inventais pas, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il est défini par Sarrazak, il s'attarde sur le point de suture entre les scènes, les modes et les binômes réalité-fiction, ce qui le mène à la littératurisation de la vie de ces personnages. Donc, dans plusieurs de ces pièces, les personnages vont essayer d'expliquer leur vie par le biais d'un récit inventé. Et ce qui nous en tant que récepteurs, nous embrouille encore plus puisque nous ne savons pas très bien si le récit fait partie vraiment du passé du personnage ou pas du tout. Les personnages se voient donc obligés de raconter leur propre expérience et à la décrire, et non plus à nous la montrer, non plus à agir, mais à nous la raconter par le récit. Les gestes et la parole sont ainsi dédoublés, et l'œuvre de Badger, aussi bien théorique que littéraire, puisqu'il est auteur de plusieurs essais également sur l'écriture théâtrale, montre la contamination de l'écriture théâtrale par la présence du récit. En voulant proposer une nouvelle écriture plus contemporaine et plus ouverte à l'international, un jeu entre la continuité et la discontinuité se matérialise dans son écriture, cristallisant dans cette poétique fragmentaire. Comme nous l'avons vu, la fragmentation est l'une des caractéristiques de son œuvre, une œuvre qui propose également un dialogue constant entre les genres épiques et mimétiques, ou plutôt les formes épiques et mimétiques, qui remet à plat le texte théâtral, qu'il ne conçoit plus comme valeur suprême, et qui partage les discours entre plusieurs éléments, plus ou moins assemblés entre eux. Il s'agit certes d'une stratégie de composition, mais qui cache également un positionnement éthique dans la mesure où cette poétique fragmentaire et cette écriture rhapsodique s'avèrent profondément polyphoniques afin de véhiculer d'autres alternatives, d'autres visions du monde que celles imposées par l'idéologie dominante. Ainsi, Fabien Krast considère que la pulsion rhapsodique qui guide l'écriture de Carles Badge est une réponse à l'angoisse de l'être humain face à l'inconnu. Il interroge ainsi ce qui nous lie aux autres et ce qui nous en éloigne, essayant de trouver une continuité dans la discontinuité. Par exemple, en essayant de trouver les points communs qui nous relient aux autres, y compris pour les personnes d'autres cultures, avec de nombreux personnages qui sont étrangers. Cette apparence décousue, voire quelque peu chaotique, n'est en fin de compte que le déguisement, pour ainsi dire, adopté par la synthèse des éléments épiques, lyriques et dramatiques qui, de manière dynamique, s'intègrent dans une même écriture, certes paradoxale, qui débouche sur la dramaturgie du métissage. Pour conclure, j'ai essayé de rendre compte de la manière dont la dramaturgie de Badge s'inscrit dans la continuité d'un débat théorique qui débute avec la crise du drame et les différentes tentatives de réponse, que ce soit les théâtres épiques de Brecht
le drame absolu de Zondi, le théâtre post-dramatique de Lehmann ou la poétique de la soustraction de Santi Sinistera. Carles Badge ne se limite pas à théoriser sur la question, comme le démontre la catégorie du drame relatif qu'il forge lui-même, mais il met à l'épreuve ses postulats dans ses textes littéraires. C'est ici que l'auteur rhapsode prend vie afin d'organiser des matériaux d'origine et nature diverses, avec pour but afin de susciter des questionnements au lecteur à partir d'une poétique qui part du fragment de ce qui est discontinu pour construire progressivement un sens reliant la fiction et les interrogations sociopolitiques du moment. Pour le dire autrement, Carles Badge transforme la discontinuité esthétique en continuité éthique, car, comme les condensent les signes de la sonnerie dans Oblida Barcelona, qui interrompt à chaque fois les cours du professeur Fidel, la scène finit, mais la vie poursuit son cours. Merci beaucoup pour votre attention.